Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais te parler de ce qui s'est passé dernièrement sur les marchés financiers. Donc, je vais te parler de la hausse de l'or et de l'argent. Je vais te parler de la chute du Bitcoin et les nouveaux ATH des actions US qu'il y a eu et après qui ont bien corrigé, mais je vais te parler du pourquoi. Donc, avant toute chose, ce que j'aimerais rappeler, c'est qu'il y a, on va dire, il y a eu énormément d'informations en même temps qui ont causé du coup, toutes ces hausses violentes qui ne sont pas entre guillemets, «logiques», mais dans le sens où typiquement on a vu les actions US, taper des nouveaux plus hauts alors que l'or et l'argent étaient dans un rallye. Alors que l'or et l'argent ce sont des métaux, précieux, donc ce sont des valeurs refuges, quand il y a vraiment de l'incertitude, quand tu as la géopolitique, la macroéconomie, et plein de data on va dire qui font peur, tu vois? Et du coup, la première chose qui a causé ces légères hausses au début, comme ça, c'est les enjeux géopolitiques. Donc on a eu les tensions au Moyen-Orient, Trump, qui balance des tarifs à tout va, Trump qui veut racheter le Groenland, sauf que, bah, le Groenland n'est pas à vendre et le Danemark ne veut pas vendre le Groenland. Mais c'est plus, côté, enfin un avantage militaire de ce qui est dit et de ressources. Ensuite, on a eu les pressions de Trump sur la Fed, pardon, par rapport à Jerome Powell qui ne voulait pas baisser les taux. Et il a en soi bien fait parce que ça aurait remis en cause l'indépendance de la Fed, donc ça a causé du coup une incertitude en plus. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Le nouveau président de la Fed aussi qui vient d'être nommé, qui est, Kevin Warsh actuellement. Je sais pas s'il est en poste, mais, il vient d'être nommé et en fait tout ça, ça a créé vraiment une soupe d'incertitude, qui a créé une hausse et aussi point de vue, enfin technique, on a eu ce qu'on appelle donc pourquoi on a eu vraiment cette grosse hausse-là? C'est à cause d'un short squeeze. Donc en gros, le short squeeze, c'est quand trop de gens donc parient à la baisse, donc surtout les institutions, mais que le prix monte, donc ça va contre eux. Donc en version, entre guillemets «simple», moi en tant que trader, je pense que l'actif là va baisser parce qu'on a eu cette chute-là, donc je le vends, sans vraiment savoir, enfin sans savoir pardon, sans l'avoir, donc c'est un pari à la baisse, c'est un trade quoi. Et donc si le prix baisse, bon bah je gagne, sauf que si le prix monte, bah je perds, je suis en perte. Sauf que là où ça devient dangereux, c'est quand beaucoup de traders et d'institutions et de gros fonds vont parier à la baisse, donc sur l'or, parce qu'ils estiment que voilà, ça va peut-être aller mieux, du côté géopolitique, macroéconomie et que bah le sentiment de risque va revenir en risk on et donc on va, plus aller mettre de l'argent vers les actions US, plutôt que vers l'or. Et donc en fait, c'est que toutes ces institutions, bah, ils ont une perte, qui est potentiellement limitée et ils utilisent des leviers qui sont très élevés pour gagner plus et avoir plus de marge. Sauf que, bah, du coup, si le prix monte un peu, bah, leurs pertes, elles augmentent, extrêmement vite et du coup, leur «broker» entre guillemets, va demander de l'argent. Donc c'est ce qu'on appelle un appel de marge et en anglais, ça donne un margin call, en gros. Peut-être que tu as déjà entendu, ce terme-là. Et du coup, le mécanisme du short squeeze, c'est que, bah, ils peuvent pas payer vu que, bah, ils ont pas assez de marge, ils ont un margin call et donc le broker, il a pas d'autre choix que de fermer leur position, directement. Donc pour fermer une position vendeuse, il faut l'acheter, d'accord? Et quand, tu veux fermer une position acheteuse, bah, il faut la vendre. Et du coup, bah, ces achats, en fait, ils font monter le prix, encore plus. Donc ces achats, c'est par rapport aux ventes, hein, mais du coup, ils font, baisser le prix encore plus. Du coup, ce qui force d'autres traders à acheter aussi puisque, bah, tu pas envie de vendre pendant que tu as un, marché, genre haussier comme ça. Bah, moi, j'ai pas envie de vendre personnellement, surtout en pleine tendance haussière, donc c'est très risqué. Donc en fait, c'est une réaction en chaîne. Donc pourquoi ça fait des hausses comme ça aussi violentes, que ce soit sur l'or ou sur l'argent? C'est parce que, bah, en fait, c'est pas parce que, bah, les gens ont peur, spécifiquement, alors déjà il y a ça, mais il y a surtout en fait qu'ils ont pas le choix en fait, c'est même pas volontaire. C'est ils sont forcés d'acheter parce qu'ils peuvent plus tenir les ventes, tu vois? Donc le prix en gros il monte pas par optimisme, mais c'est juste parce que, bah, ils sont coincés. Donc ça a été la première raison, enfin une des premières raisons en soi, ça a été ces raisons-là globalement, qui ont fait que. Ensuite, on a eu de bonnes data US, donc c'est pour ça qu'on a vu, le S&P 500 typiquement, taper ses plus hauts par là, là. Sauf qu'en soi, bah, selon moi, le S&P 500 il était plus en range,
Parce que en soi, enfin, je sais pas si tu vois, mais il avait touché ce point-là. Ensuite, il fait une petite correction. Ce point-là, et correction. Encore correction, tac, correction. Et là, on repart et il va sûrement rebondir là-dessus et faire une correction. Donc en soi, pas, on va dire que c'était moins flagrant sur les actions américaines. Mais, euh, mais voilà, donc en gros, on avait eu de bonnes data US, donc ce qui venait, en fait, ce qui venait même pas calmer la baisse, enfin la hausse, pardon, le rallye de l'or et de l'argent. Parce que normalement, en fait, si de bonnes data US, très bonnes data US tombent, et ben en fait, c'est censé faire baisser l'or, parce que bah, ça veut dire que l'économie US se porte bien et que bah, c'est intéressant d'acheter. Et ensuite, on va parler aussi d'un point enfin, que j'aime beaucoup analyser, enfin d'un actif que j'aime beaucoup analyser, qui est le Bitcoin. On a vu une chute massive et pour le coup, très intéressant, bah, il n'a pas eu un rôle de valeur refuge en fait pendant ce petit, on va dire cette petite incertitude qu'on a eue, enfin petite, grosse incertitude, mais il n'a pas eu son rôle de valeur refuge. Donc moi, je vais donner mon avis, c'est mon avis personnel par rapport au Bitcoin. Pour moi, c'est juste une fin de cycle, d'accord? Je vais te montrer, donc ça c'est mon graphique, en gros, pour regarder rapidement, mais mon graphique où vraiment je regarde, c'est celui-là. Que d'abord en monthly, comme ça tu peux voir un petit peu comment je l'ai mis. Et je vais t'expliquer un petit peu tout ce que tu vois, euh, comme ça, voilà. Donc ici, on a eu le halving. Alors avant d'aller plus loin, je vais te montrer un petit peu ce qu'est le halving, comme ça tu peux comprendre. Donc le halving est un événement programmé tous les 4 ans environ, donc tous les 210 000 blocs, qui divise par deux la récompense versée aux mineurs de Bitcoin, limitant ainsi la création de nouveaux Bitcoins. Ce mécanisme intégré dans le code visant à contrôler, vise à contrôler l'inflation et renforcer la rareté, agissant souvent comme un catalyseur haussier sur le prix. Donc, c'est pour ça aussi que le Bitcoin, en fait, les gens le voient enfin, d'une manière tellement précieuse et qu'il faut toujours en acheter parce qu'il prend énormément de valeur tous les ans et surtout tous les 4 ans, il me semble. Donc le halving, c'est tous les 4 ans, mais bref, en gros, les points clés du halving, réduction de l'offre, donc moins de nouveaux bitcoins sont émis, ce qui réduit la pression vendeuse des mineurs. Impact sur les mineurs, leur rentabilité diminue car ils reçoivent 50% de bitcoin en moins pour le même travail. Historique, le dernier halving a eu lieu en avril 2024 et le prochain n'est pas prévu avant plusieurs années. Il me semble qu'il est prévu bah, du coup bah, pour 2028 parce que c'est tous les 4 ans en moyenne. Et donc les conséquences, souvent associées à une hausse de prix en raison de la rareté accrue, bien que la réaction du marché puisse varier. Donc, ce mécanisme rend le Bitcoin déflationniste, le rapprochant d'une réserve de valeur. Donc voilà, une réserve de valeur, oui, mais à mon avis, c'est plus dans certains cas précis. Donc par exemple, bah, contre l'inflation, etc. Sauf que bah, pendant qu'il y a des gros moments d'incertitude, bah, la réalité, c'est qu'il ne va pas vraiment faire office de valeur refuge, ce sera plus l'or, l'argent, donc des vrais métaux précieux. On a aussi les monnaies, donc sur le forex, parce que les marchés sont interconnectés. Et donc on va avoir le yen japonais, qui lui aussi n'a pas réellement servi en tant que valeur refuge, et le franc suisse, qui lui, par contre, a bien servi en tant que valeur refuge, qui est très haussier actuellement, alors que bah, la politique monétaire, elle n'est pas top, tu vois. Elle permet pas, entre guillemets, de baisser les taux d'intérêt et comment dire, d'être plus à l'aise. Parce qu'en gros, je vais essayer de te montrer ça vite fait. Sur le franc suisse, ce qu'on peut voir, c'est vraiment une grosse tendance haussière, ok. Donc ici, on avait range pendant un moment en 2024. Là, on a une grosse tendance haussière. Sauf que, truc un peu dérangeant, c'est qu'il me semble que c'est pas ultra bien pour l'import-export, donc pour les affaires, que le franc suisse soit aussi élevé. Et aussi, enfin pas la politique, pas la politique monétaire, les taux d'intérêt sont à zéro. Donc en réalité, c'est surprenant que le franc suisse soit aussi haut alors que les taux d'intérêt sont littéralement à zéro. Et par contre, il me semble que le taux de chômage, lui, est plus élevé, il est à 3,2, ce qui est un des points très hauts depuis 2024. Et le problème avec ça, c'est que bah, le taux de chômage, il est en hausse depuis un bon moment. Il n'a pas eu de correction, il fait que monter en regardant les dernières news, enfin les dernières datas. Sauf que le problème, c'est que le taux de chômage augmente, mais au final, ils peuvent pas baisser les taux d'intérêt pour stimuler l'économie, puisque en soi, la monnaie, elle est déjà stimulée. Mais ça, c'est dû aux enjeux géopolitiques et à l'incertitude. Donc voilà. Si on en revient sur le Bitcoin, donc voilà, je t'ai expliqué ce que c'est le halving. Enfin, t'as pu voir, hein, je t'ai pas vraiment expliqué, mais bref. Donc là, je t'ai mis ce rond ici parce que c'est là où a eu lieu le troisième halving. J'ai pas les deux autres, enfin ouais, les deux autres, parce qu'en fait, il va pas assez loin le graphique. Ça dépend de l'exchange. Typiquement Binance, bah, il va pas aller plus loin
Et tu as d'autres comme Bitstamp, Coinbase qui vont peut-être aller plus loin. Mais bref. Donc pour le troisième halving, on a eu ce troisième halving là, puis cette forte demande de Bitcoin, puis ici en fait la fin du cycle tout simplement. Et en fait on a rebondi pile sur les 50% de Fibonacci pour repartir à la hausse sur un nouveau marché haussier. Ensuite le quatrième halving, alors qu'on a fait que stagner pendant ce moment-là. Puis là encore une forte demande qui a quasiment fait x2, donc des à peu près 60 000 jusqu'aux 126 000, ce qui est une forte hausse. Et ensuite, on a pu voir en ce moment vraiment de grosses cassures sur des niveaux qui sont quand même assez clés. Donc on a vu cette cassure-là et un rejet sur les 38% Fibo. Et surtout, en fait, c'est pas que les 38% Fibo, c'est aussi la zone des 60 000 dollars, tout pile. Alors là, on le verra pas forcément, mais ici, tu le verras. On a projeté tout pile les 60 000 dollars. Donc, à mon avis, il y avait des ordres d'achat là-dessus qui sont venus du coup être exécutés. Pour moi, je pense que pour ce marché baissier, du coup, en termes de cycle, je pense qu'on peut encore une fois aller chercher les 50% de Fibonacci comme on les a fait ici. Après, ça veut pas dire qu'on ira, hein, on peut peut-être rejeter ici et repartir à la hausse tout simplement. Et ça, seul l'avenir nous le dira. Et aussi, du coup, si on regarde un indicateur que j'aime beaucoup, le MVRV Z-Score, on peut voir que à chaque fois qu'on tombait du coup dans ces zones vertes là, bah on était dans les dips du Bitcoin et que c'était les bons moments entre guillemets pour acheter. Et la zone rouge, bah en fait c'est l'inverse, c'est le moment où bah on a atteint le top et que bah, les gens ils vendent, comme tu peux le voir. Et en fait à chaque fois ça a toujours été la même chose. C'est zone verte, on est dans des dips et ensuite on remonte. Zone verte, donc on monte, tac, on a le top, on descend, ensuite encore un dip, encore un top, tac ici encore un dip. Là on avait tapé le top et là on est en train de créer un dip. Donc je pense que vu qu'on est même pas encore dans cette zone, je pense qu'on peut encore aller chercher les 50% de Fibonacci très, très facilement. Mais pour ça, il faudra être patient et potentiellement réinjecter à ces niveaux-là. Là où je serais vraiment sûr qu'on ira les chercher entre les 50 et les 61, mais je pense pas qu'on ira chercher les 61. Mais je pense que si on a une cassure de la moyenne mobile 200 qui a été rejetée quasiment, je pense que là vraiment on ira chercher les 50% avant de repartir à la hausse. Mais du coup, globalement, la baisse du Bitcoin qu'on a vu, selon moi, c'est le cycle basique, en fait. C'est-à-dire que c'est même pas, c'est-à-dire que c'est même pas important, c'est pas quelque chose qui l'a fait tomber, c'est juste on est en fin de cycle et il y a des prises de profit aussi. Et donc, on a simplement un Bitcoin qui passe en marché baissier, même si à mon avis, ça va pas durer très longtemps. Et voilà, maintenant, il faut savoir aussi que le futur halving, enfin le prochain halving sera en 2028, donc on a largement le temps, ce sera à peu près par là, plutôt je pense vers là, vers mars, avril, entre mai et avril, on va dire. Enfin pas mai et avril, mais en gros mars, avril, je pense que ce sera le prochain halving. Mais comme vous pouvez le voir, ça veut pas dire que on est dans un dip, ça veut pas dire que dès qu'il y a le halving, tout de suite ça explose, c'est pas ça, parce qu'en soi, ici on a pu le voir en 2022 que bah il a quand même explosé le Bitcoin. Ensuite il a rangé, on a eu le halving et boum, il a encore explosé, tu vois. Et aussi un truc qui est intéressant par rapport aux récessions, parce que je vais y venir après par rapport à un potentiel crash boursier. Si on va en daily et que je mets l'indicateur des récessions, alors le truc que tu vois comme ça là, c'est simplement le yield curve, je vais te le montrer un peu plus précisément après, ça sera plus beau à voir. Voilà, donc en vert, ce que tu peux voir, c'est la récession de 2020, donc c'est Covid. Ce qu'on a pu voir, c'est cassure du yield curve, donc on est descendu en dessous des zéros, comme tu peux le voir, on remonte et boum, là on a une récession. Et tu peux voir que le Bitcoin, pendant à peu près quelques jours, voire semaines, il a chuté violemment. Et ensuite, il est reparti de manière complètement normale, en fait. Il a été racheté et il est reparti à la hausse, dans une tendance haussière. Donc vachement intéressant parce que, encore une fois, je vais y venir après, le côté récession et pourquoi j'aimerais que tu gardes ça en tête. Et on a aussi, du coup, le S&P 500 qui, globalement, je trouve, suit la tendance.
C'est-à-dire que bah, quand ici on fait une correction, bah, on en fait une grosse aussi, enfin un peu plus grosse sur le S&P 500, ici une hausse, et là on voit quand même une hausse, enfin une baisse du Bitcoin, mais pas une baisse du S&P 500. Ce qui, selon moi, pourrait potentiellement présager une correction du S&P 500 qui pourrait se faire bientôt, quoi. Après, c'est que de la spéculation, je donne aucun conseil d'investissement, c'est purement, oula, pardon, c'est purement mes prévisions à moi. Donc on va aller maintenant sur les sites dont je voulais te parler. Donc voilà, on a ce site-là très intéressant, tu as le lien ici si tu le veux. Donc ici, tu as le yield curve, qui a prédit les 1, 2, 3, 4, 5, 6 dernières récessions. Alors, il me semble qu'il y en a plus, mais il faut repartir un peu plus en arrière. Et donc, ce que tu peux voir, c'est qu'ici, on a la zone donc, médiane, donc les zéros. Et en fait, à chaque fois que le yield curve, donc les 10-year trésoriers, dès qu'ils descendent en dessous des zéros et qu'ils remontent, on a une récession. Ici, il descend, il remonte, récession. Ici, il stagne, il monte, etc. On va en dessous des zéros, on remonte, récession. Donc là, on remonte pareil, on descend, on remonte, récession. Encore une fois, on descend en dessous des zéros, on remonte, récession. Ici, pareil, mais pour la crise Covid, on va dire que la crise Covid, c'était plutôt le catalyseur. Mais voilà, donc là, on a encore eu cette légère baisse qu'on voit pas très bien, mais on a quand même eu une baisse en dessous des zéros. On remonte, récession, elle était plus petite et plus courte. Et là, comme tu peux voir, on a une grosse baisse. Et là, on remonte. Et pas encore de récession. Alors pourquoi pas encore de récession? Parce que si typiquement je vais sur Trading Economics, tac, un site que j'utilise très souvent d'ailleurs, que je t'invite à utiliser si tu trades, et qu'on va voir le taux de chômage sur 10 ans. Donc typiquement, bah, tu as vu 2020, un taux enfin, qui est globalement normal, donc qui stagne, qui bouge pas, qui est sain, on va dire. Et boum, pendant la récession, on monte à plus de 14%. Donc il y avait encore une fois aussi le côté Covid qui venait là-dedans, parce que bah, les gens n'avaient plus d'emploi, donc ils étaient obligés de s'inscrire au chômage. Euh, et ensuite, donc là, on a une baisse. Et là, depuis récemment, en fait, comme tu peux voir, donc la zone, c'était un petit peu 3,5, 3,6, 3,8, tu vois, la zone un petit peu médiane. Sauf que bah, là, depuis un moment, on monte quand même à 4,5, 4,4. Donc on monte vraiment, quoi. Donc, alors ça veut pas dire que le chômage va exploser dans les prochains mois à venir, mais si on a déjà une tendance haussière comme ça sur le chômage, bah, ça veut potentiellement dire qu'on aura une récession. Pourquoi? Parce que ici, on a du coup le unemployment rate qui est actuellement à 4,4 comme tu as pu le voir. Et les zones grises, c'est les récessions du coup, donc depuis 1950 jusqu'à 2025. Et comme tu peux le voir, pendant les récessions, on a une giga hausse du chômage qui se fait. Là encore, giga hausse du chômage. Là encore, giga hausse du chômage, giga hausse, tac, 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 hausse du chômage, hausse du chômage, hausse du chômage. Encore une hausse du chômage. En fait, tu as vu ce qui est intéressant, c'est que là, cette zone, c'est un peu le dip. C'est que c'est les 4,5, 4,4. Alors ici un peu moins parce que bah il y a aussi le côté population, etc. Donc là, on était plus vers les 4%. Ici un peu plus élevé quand même, donc 5%. Là 5,9. Là 4,5 aussi approximativement, 4,8. Là 3,4. Et le truc intéressant, c'est que là, du coup, on était aussi bah, à 3,6 avant la crise Covid. Et là, en fait, on arrive encore une fois sur les 4,5. Ce qui, en fait, quand on met toutes ces informations ensemble, pourrait vraiment nous indiquer que bon, bah, les futurs mois à venir, ou les futures années, on ne sait pas quand, mais pourraient potentiellement mener à un crash boursier, à une récession. Donc, moi personnellement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai retiré du risque des actions. Je préfère m'asseoir sur mes mains. Et aussi, alors j'ai pas l'indicateur ici, je sais plus comment il s'appelle, mais en gros, c'est savoir en gros dans quoi Warren Buffett a son cash. Il a plus de, je crois, 56% en cash. Et la dernière fois qu'il avait autant de cash en attente, c'était avant la crise des subprimes, 6 mois avant la crise des subprimes. Donc, ça pourrait vraiment. Enfin, faudrait vraiment se poser des questions pour se dire, ok, pourquoi Warren Buffett, enfin, un des plus grands investisseurs, si ce n'est même le plus grand investisseur du monde, genre, pourquoi il a 56% de son cash
en maintien, tu vois? Aussi, il y a un autre indicateur que j'aimerais te montrer. Hop, hop, ratio. Est-ce qu'on va le voir ici? P ratio. J'ai pas le site, est-ce qu'il est là peut-être? Non, bon, on l'a pas. Mais en gros, le P ratio, il est à plus de 30. Peut-être qu'il est ici, non? Non, je crois pas, bref. Mais en gros, le P ratio, il est à peu près à 30. Ce qui est quand même très élevé, ça veut dire que bah, les actions, en fait, tu les payes. Il me semble que c'est un truc comme 30 fois son prix, mais parce que le marché, c'est un forward-looking mechanism. Ce qui veut dire que bah, il va pas réagir en fonction des actualités, il va réagir en fonction du futur. Donc, typiquement pour les actions, bah, t'achètes pas Apple parce que en gros, il y a des bons chiffres ou pas. C'est parce que tu penses que l'action va, comment dire, va s'apprécier. Donc, et qu'elle va avoir de meilleurs earnings, des meilleurs revenus. Donc, tu achètes l'action parce que tu penses, que tu espères que ça va monter. C'est pareil pour le Bitcoin. Tu n'achètes pas parce qu'il est actuellement à 60, enfin, à 70 000 dollars actuellement. Tu l'achètes parce que tu penses qu'il va prendre de la valeur au fil des années, que ce soit par rapport au halving, que ce soit par rapport à la dédollarisation, toutes ces choses-là qui font que le Bitcoin pourrait potentiellement prendre beaucoup plus de valeur sur les années à suivre. Donc c'est pour ça que tu l'achètes. Et bah, c'est la même chose par rapport au P/E ratio, c'est que là actuellement, les actions sont littéralement surévaluées et la zone des 30, c'est une zone résistance où globalement, ça peut suivre une récession. Donc en fait, on a énormément d'indicateurs qui aujourd'hui nous montrent qu'on pourrait bientôt arriver en récession. C'est pour ça que moi, je reste très attentif, je fais très attention et je suis très observateur. En tout cas, sur le côté long terme. Niveau trading, globalement, on n'a pas grand-chose. On sait que potentiellement, alors ça, c'est plutôt par rapport à des rapports que j'ai pu lire de banques, etc., que les tarifs douaniers de Trump bah, pourraient venir mettre un- une pause sur les, comment ça s'appelle? Enfin, non, les tarifs douaniers, pardon, risquent de peser sur l'inflation à long terme, sûrement mi-2026-2027. Ça risque de peser vraiment fortement sur l'inflation. Mais voilà. Sur ce, je pense que bah, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. J'espère que cette vidéo t'a plu, que tu as trouvé intéressante. Je t'invite à faire toi-même tes propres analyses et à me dire dans les commentaires ce que tu penses de ce qui va se passer potentiellement dans les années à venir. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Je te souhaite une bonne journée. Ciao, ciao.